Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la première édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce lundi, la médiation de la CARICOM se poursuivra en Haïti du 6 au 14 décembre. Les émissaires rencontreront les parties prenantes pour débattre du document cadre qui leur a été soumis. L'objectif est de parvenir à un consensus politique. La conférence des évêques d'Haïti exprime sa préoccupation face à l'escalade de la violence des gangs dans le pays, soulignant la corrélation entre la détérioration de la sécurité et la crise politique. La CEH appelle les responsables politiques à engager un dialogue constructif pour sortir le pays de l'impasse. La dengue se propage en Haïti, enregistrant une hausse significative en novembre avec un taux de positivité de 11% sur 6 643 personnes testées. Selon le ministère de la Santé publique, les départements les plus touchés sont l'Ouest, la Grande-Anse et le Sud. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, les émissaires de la CARICOM sont attendus en Haïti du 6 au 14 décembre afin de faciliter un accord entre les parties prenantes. Leur proposition de cadre de transition prévoit la création d'un conseil de transition de 7 membres de gouvernement d'entente nationale, la formation d'un conseil électoral provisoire et la mise en place d'un organe de contrôle gouvernemental pour assurer la transparence et le respect des procédures administratives par le biais de représentants de la société civile. Ne dépassant pas 18 mois, cette transition débutera après la signature de l'accord et maintiendrait le Premier ministre Ariel Henry à son poste, tout en conférant au Conseil de transition des pouvoirs présidentiels. Les objectifs de cette transition incluent notamment la bonne gouvernance, l'amélioration de la situation socio-économique et sécuritaire, le respect des droits de l'homme et la réforme constitutionnelle. Les évêques catholiques haïtiens expriment leur profonde inquiétude face à la crise en Haïti, marquée par l'influence néfaste des groupes armés et l'impasse politique. Dans leur message de vœux de Noël, ils appellent au dialogue, à l'espérance et à l'unité, soulignant la nécessité d'un réveil spirituel et citoyen pour surmonter les défis actuels. En prévision du 220e anniversaire de l'indépendance, ils plaident pour la restauration de la fraternité à travers le dialogue, la collaboration et des actions concrètes, tout en encourageant le peuple haïtien à préserver dans l'espoir symbolisé par la naissance de l'enfant Dieu. Pour en parler plus amplement, le porte-parole de la conférence des évêques d'Haïti, Père Marc-Henri Siméon, est sur le plateau de Métro News ce soir. Père, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir à vous et c'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler du dernier message des évêques d'Haïti. Alors, notamment dans ce message, vous avez appelé au dialogue entre les acteurs politiques haïtiens afin de trouver une issue à cette crise. Tout d'abord, comment, selon vous, ce dialogue devrait-il se faire compte tenu des différentes discussions qui ont eu lieu, notamment avec la CARICOM ces derniers temps? Alors, ce n'est jamais fini pour les possibilités de tenter la quête d'une solution pour un pays qui va mal. Le pays, c'est notre premier bien commun. Donc, si c'est notre premier bien commun, il nous appartient tous et c'est notre lieu d'existence par excellence. C'est là que nous tissons nos liens de société. Et donc, la crise qui traverse le pays aujourd'hui, les évêques l'ont dit, c'est une crise sociétale, c'est une crise qui touche la réalité même de l'existence de la société haïtienne. Donc si la société est en péril et que la société est notre premier bien commun, comment baisser les bras et ne pas tenter à chaque fois d'appeler les acteurs à trouver un consensus que les évêques souhaitent le plus large possible. Et pour que ce consensus soit le plus large possible, il faut écouter tout le monde. Il faut que toutes les voix comptent. Et c'est en ce sens-là qu'il faut surtout comprendre le fait que les évêques estiment que
la réalité, le contexte particulier de l'Église qui réalise en ces temps-ci un synode, qui est une assemblée qui, dans le temps, était considérée particulièrement comme une assemblée d'évêques qui conseille, qui informe le pape et qui aujourd'hui devient vraiment ce qu'elle doit être, cette réalité, c'est-à-dire une assemblée largement ecclésiale où toutes les voix puissent se faire entendre. Et donc c'est un lieu d'écoute et d'échange par excellence et qui permet à l'Église d'avancer dans cette marche ensemble, c'est le sens du mot synode. Donc en ce sens-là, l'Église qui se veut dans le monde un signe prophétique envoie aussi ce message à la société globale. Et l'Église souhaite qu'en Haïti, on puisse aussi entendre ce message et que ces messages puissent trouver un écho. Et nous sommes dans une situation particulière où ce message devrait vraiment trouver un écho, où on devait pouvoir s'asseoir, s'écouter, et c'est ce qui est le plus difficile à faire aujourd'hui en Haïti. En effet, il y a la CARICOM qui s'est portée médiateur dans cette quête de solution à la crise, dernièrement avec son projet de cadre d'accord, où la CARICOM a proposé une solution avec le docteur Ariel Henry. Quelle est la position de l'Église catholique par rapport à ça, puisque le nœud gardien de toute cette histoire, c'est bien avec ou sans Ariel Henry une solution à la crise haïtienne? Alors, ce point de vue-là, ce n'est pas particulièrement ce qui intéresse particulièrement l'Église, la dimension plutôt politicienne de la question. Bien évidemment, nous n'évitons pas la dimension politique de la question, mais la dimension politicienne où il y a des enjeux de prise de pouvoir, etc. Ce n'est pas surtout ce qui est le premier intérêt de l'Église. Le premier intérêt de l'Église, d'ailleurs, le fil rouge de ce message, c'est la fraternité. Voyez, donc, dans ce contexte où nous nous préparons à célébrer la naissance du Fils de Dieu, qui s'est fait l'un de nous et qui devient un frère parmi les frères. Donc, nous ne pouvons pas prétendre être une nation qui se revendique une patrie commune sans pouvoir retisser ce lien de fraternité. Donc, si nous retissons des liens de fraternité, donc, à ce moment-là, dès le départ, il faut considérer chacun comme un Haïtien à part entière, et même si vous avez des responsabilités plus élevées par rapport à la question de l'État, mais il faut savoir écouter les autres, parce que être au service de l'État, c'est être au service de la société, c'est être au service du bien commun. Donc il faut écouter ceux au service de qui on est. Donc tout le monde doit pouvoir et savoir écouter tout le monde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique ne pourrait-elle pas contribuer en jouant, par exemple, un rôle de médiateur à une solution à cette crise aujourd'hui? Je crois que la première chose qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est pas de chercher un médiateur, c'est de chercher la bonne volonté de la part des protagonistes. Et cette bonne volonté, où est-ce qu'on va la trouver? C'est à cela que nous appelons dans ce message. Donc, c'est-à-dire que nous retentons de dire, de faire entendre cette raison, de dire que nous devons nous écouter. Voyez, nous devons nous écouter. Nous ne devons pas faire de dialogue de sourds. Nous devons savoir nous écouter. Nous devons nous ouvrir les uns aux autres et ainsi trouver un consensus, parce que si toutes les voix peuvent se faire entendre, alors à ce moment-là, on sait que dès le départ, la chose ne sera pas gagnée, c'est-à-dire qu'il y aura des positions différentes de la part des uns et des autres. Donc à ce moment-là, il faut savoir transcender ses intérêts particuliers, et c'est ce que les évêques ont constaté dans leur diagnostic, c'est que les intérêts particuliers transcendent toujours, supplantent toujours les intérêts communs. Donc je pense que les prémices dont parlent les évêques dans leur message, ce sont ces prémices-là qu'il faut poser d'abord. Et puis ensuite, une fois que cette bonne volonté se manifeste, une fois que ces prémices-là sont posées, alors, et alors seulement, on pourra trouver plus facilement un médiateur. Vous voyez? Donc dès que la bonne volonté, les principes de base, les prémices sont posées, donc trouver un médiateur, ça va être assez facile, donc, je pense. Il faudra d'abord que les acteurs aient la volonté de résoudre la crise avant même de parler de médiation. Vous avez notamment appelé au soutien international dans votre note. Quelle forme devrait prendre ce soutien de la
part de la communauté internationale? Je crois que la réalité dit déjà quelle forme doit prendre ce soutien. Maintenant, je pense que d'abord, il faut un premier moment où les Haïtiens se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent. C'est-à-dire un consensus politique. Justement, pas d'abord un consensus pour gouverner, ce n'est pas encore là, on n'est pas encore là. On doit avoir un consensus sur ce que l'on doit faire, sur comment on doit gouverner. Donc, il faut avoir un consensus plutôt entre les protagonistes. Justement, sur la gouvernance. D'abord, un consensus sur la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Quand on discute, quand on veut que le pays soit bien gouverné, mais est-ce qu'on s'entend sur cette notion de gouvernance? Donc il faut d'abord poser cette base, ensuite faire un diagnostic haïtien de la situation et se dire qu'est-ce que nous voulons, donc définir les méthodes, les voies, les moyens, et alors seulement nous pouvons appeler à la communauté internationale à apporter son aide, à venir à notre secours, mais en venant à notre secours à partir de ce que ce dont nous avons vraiment besoin. Parce que toutes les solutions qui sont préfabriquées et puis qui sont transplantées dans le contexte qui est le nôtre vont obligatoirement, nécessairement finir à l'échec. Pensez-vous que ce sera facile pour que les protagonistes s'entendent sur cette façon, sur cette gouvernance, comme vous venez de l'expliquer? Pensez-vous que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps? Alors, je pense que et maintenant, sur la question de la gouvernance, de l'avenir du pays, cela ne concerne pas seulement les protagonistes. Sur la crise proprement politique, oui, mais sur l'avenir du pays, donc je pense que le cadre doit, comme les évêques le souhaitent, s'ouvrir largement à tous les secteurs de la vie du pays, que ce soit les gens qui veulent prendre le pouvoir, que ce soit ceux qui veulent simplement participer, contribuer à la constitution du bien commun, à la perpétuation du bien commun sans avoir besoin de prendre le pouvoir. Alors nous allons retourner un petit peu sur ce soutien international dont vous avez évoqué dans la note. Et certains pensent que pour trouver une solution à la crise sécuritaire, notamment pour contrer les bandits qui font des exactions chaque jour, qu'il faudra une force multinationale pour aider à combattre les gangs. Quelle est la position de l'Église catholique par rapport à cette force multinationale? Alors, la position de l'Église par rapport à cela, c'est que le problème est un problème haïtien d'abord. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons définir est-ce que l'aide internationale en matière de sécurité doit être une force multinationale ou un support technique aux forces que nous avons sur place. Donc, il faut les policiers, les militaires. Justement, donc je pense que c'est à nous de décider, mais je pense que déjà, si on a la volonté de fournir les moyens qu'il faut et de permettre aux institutions, aux forces que nous avons en place, malgré leurs faiblesses, de pouvoir accomplir véritablement leur mission sans politiser ces instances-là. Donc je pense qu'à ce moment-là, un appui technique de la communauté internationale du point de vue sécuritaire va pouvoir nous aider à résoudre le problème. Mais maintenant, c'est à nous, comme je l'ai dit, de décider et d'évaluer la situation, de voir quels moyens est-ce que nous avons besoin pour adresser le problème et le résoudre. Et à ce moment-là, nous saurons qu'est-ce que nous n'avons pas et de quoi avons-nous besoin de la part des autres. Donc, nous ne pouvons pas demander aux autres de venir nous aider sans savoir au départ ce dont nous avons besoin. Nous voulons justement. Voilà. Donc c'est à nous, Haïtiens, de prendre notre responsabilité. Père Siméon, si vous avez un message à la nation en ce temps de l'Avent, quel serait ce message aujourd'hui? Ce message, c'est un message qui fait écho au message des évêques, c'est-à-dire un message d'espérance. Vous savez, l'espérance qui jalonne en quelque sorte le message des évêques, c'est une vertu dans la pratique de l'Église, dans la doctrine, dans l'enseignement de l'Église, et une vertu de l'avenir, qui nous tourne vers l'avenir, qui nous fait avancer. Donc si nous, les évêques, appellent au réveil,
Donc si nous voulons avancer, il faut être debout. La vertu, l'espérance est la vertu de l'homme debout qui regarde devant lui vers l'avenir. Donc nous devons accueillir ce temps d'espérance qui est le temps de l'avant aujourd'hui pour regarder notre avenir et nous engager directement dans la construction d'un avenir meilleur. Il faut nous réveiller aujourd'hui. Merci infiniment, Père Marc-Henri Siméon. C'est un plaisir. C'était avec nous le Père Marc-Henri Siméon, porte-parole de la Conférence des évêques d'Haïti. Avec lui, nous avions échangé sur le dernier message de la CEH dénonçant l'emprise infernale des gangs armés et notamment l'intransigeance des acteurs politiques. Autre point, le pasteur Julio Volsi condamne fermement l'intrusion de groupes armés à l'église Rendez-vous Christ le 8 octobre dernier pendant un culte. Une enquête est en cours pour élucider l'affaire, a-t-il affirmé, soulignant que les activités ont repris à la RVC. Dr Volsi exprime sa frustration face à l'incident et appelle les autorités à assumer leurs responsabilités afin de protéger la population. Et même je dis bien également, la police fait tout ça qui est nécessaire au niveau de police de Delma et également et des CPJ et travail. Et nous avons également eu l'occasion de contacter plusieurs agents FBI qui ont contacté nous. Et bon, je suis capable de dire que ça a allé au plus haut niveau pour comprendre qui côté ça sorti. Et la raison, c'est que si bon, je ne suis pas un homme politique, moi c'est un citoyen, même si je suis un homme politique, même si je suis un citoyen qui a vécu dans le pays et qui a vécu une vie paisible, qui a fait ça qui est bien. Maintenant, pour des hommes entrer dans l'église, pour venir kidnapper en tant que pasteur, pour moi, ça n'a pas fait aucun sens. So, maintenant, pour ça, nous avons senti qu'il était important pour nous que nous capables de une justice de cette passé. Je suis capable de dire, pour moi-même, moi très satisfait des efforts qu'a fait là, au niveau de la police. Et non, en police nationale là, et également au niveau, j'aime là déjà, des FBI, au niveau des internationales là. J'ai eu l'occasion, après l'événement ça, et solidarité, c'est un bagage extraordinaire. Parce que l'événement ça passé, et en pile, j'aime déjà, en pile, monde voyait des notes de solidarité, inclus, je suis capable de dire, bon, si nous avons utilisé ça, comme groupe, et gouvernement du Canada, et département d'État, et Nations Unies, BINI, et d'autres, et les personnes éminentes, tout connaît la réalité ça. Et c'est parce que malheureusement, il y a des frères et sœurs haïtiens qui tombent en bas balle ou bandits kidnappés, personne ne connaît. Il y a des gens qui ont des secrets, mais moi, je ne sais pas que c'est un secret. Et ça te rend que, en pile, monde connaît au plus haut niveau. Et ça te rend surtout pas petit, mais sans cadeau. Bon, c'est bon. Pour dire faire nos grâces sans ça. Mais pour moi, nous sommes chrétiens. Et maintenant, si ça est capable de priver, je suis capable de priver tout le monde. Et c'est raison ça, moi-même, je suis capable de dire, pendant des années, depuis 2011, et à cause du problème de sécurité, ça, nous prenons des jeunes qui sont dans le quartier populaire pour nous capables de l'autre orientation, parce que nous réalisons que le problème de l'insécurité n'est pas de monde qui est épargné. Inclut un pasteur qui prépare pour capable de 10 minutes avant de monter sous chair pour prêcher. Et c'est le travail que nous avons fait pendant des années et nous espérons que nous allons continuer à faire et nous également inviter et d'autres capable de dire monde peut-être capable garder nous aujourd'hui les amis métropolitains et capable participer dans l'effort et que nous-mêmes nous entreprenons dans le pays ça pendant des années depuis spécialement après et tremblement de terre là pour nous capables d'encourager les jeunes haïtiens pour faire leur choix parce que tout le monde connaît quand il s'agit des gangs il y a 3 solutions et c'est soit aller en prison ils mourir ou ils déposer des armes parce que nous connaissons que la criminalité ne va pas durer pour longtemps. Dossier santé, en Haïti, la situation de la propagation de la dengue se traduit par 729 cas positifs sur un total de 6 643 personnes testées. Cette infection virale, transmise par la piqûre de moustiques infectés, connaît une augmentation significative pour le mois de novembre, avec un taux de positivité de 11%. Les départements les plus touchés sont l'Ouest, la Grande-Anse et le Sud. Face à cette situation, les autorités sanitaires encouragent la population à consulter un médecin rapidement en cas de symptômes tels que fièvre, douleurs articulaires et éruptions cutanées pour obtenir un diagnostic précoce et un traitement approprié. Des mécanismes de contrôle seront bientôt mis en place pour réguler le secteur en pleine expansion des médias en ligne en Haïti. Selon les déclarations du président de l'Association haïtienne des médias en ligne, Godson Lebrun,
Il encourage les professionnels de la presse à faire preuve de professionnalisme en respectant le code déontologique du métier et en tenant compte de la sensibilité autour du traitement de l'information avant sa diffusion. Il a fait ces déclarations lors d'une causerie avec les journalistes sur les valeurs incarnées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, la prolifération des médias en ligne demeure un sujet de grande préoccupation. Grâce à la technologie et un téléphone intelligent, n'importe qui peut créer son média et véhicule des informations, reconnaît le président de l'Association haïtienne des médias en ligne, Godson Lebrun. On va parler de dérives qui existaient dans le secteur presse d'une manière globale, mais question de dérives, on va aborder. Il n'y a pas abordé dans la question qui a rapport avec devoir, parce que pas de droit sans devoir. Et les journalistes, tout autant que ils ont des droits constitutionnels et des droits fondamentaux pour être capables d'informer et pas révéler les sociaux qui sont droits constitutionnels dans les limites de la loi, mais comme ça, il y a des devoirs tout, et notamment, et M. Pierre a fait écho de règles d'éthique et de déontologie qui existaient dans l'exercice professionnel, et là, et certainement, ouais, avec les journalistes, dont majoritairement, ça qu'il présente, c'est de médias en ligne, il y a pour ensemble avec eux question éthique là, et je pense que c'est un bagage qui existait, et non seulement éthique là existait, mais éthique là doit être de manière pratique dans la presse là, et que ce soit avec les médias en ligne, que ce soit avec les médias traditionnels. Un mécanisme de contrôle devrait être sur pied en vue de régulariser le secteur, poursuit-il. Mais dans la question médias, il y a trois façons qu'on peut réguler les médias. Première façon, c'est à l'aide de médias, les propriétaires médias, ils mettent de limites même tout. Dans un cadre statutaire, pour eux-mêmes, ils mettent des limites pour les gens qui travaillent avec eux. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la corporation, que la corporation entende sur des règles qui disent mais qui fonctionne dans les médias, mais qui fonctionne dans les journalistes. Ou encore, au troisième niveau, que l'État est intervenu pour mettre des régulations. Mais nous, l'autre façon, ça, moi, plaidoyer pas, c'est pour une régulation dans le fonctionnement du secteur média en général, parce que remarquez bien que m'a toujours précisé que oui, les médias en ligne, il y a grand pile de dérive là-dedans, mais aussi bientôt que les médias traditionnels, donc c'est le secteur presse, le secteur média globalement qu'il faut réguler, et même m'a fait plaidoyer ça pour ça. L'information à la seconde est le point fort des médias en ligne, certes, mais l'attitude de ceux qui exercent le métier de journalisme demeure un souci majeur. Et médias alternatifs, il y a une enquête qui est lancée dans 3 départements, dans le département de l'Ouest, de l'Artibonité du Centre, pour recenser les nouveaux médias. Le concept nouveaux médias prend en compte tout blogueur, toute nouvelle plateforme, etc. Enquête là en cours et très bientôt a bien résultat pour l'enquête ça. L'enquête ça a été lancée depuis 4 mois de cela et résultat l'enquête ça a plus ou moins de manière exhaustive renseigné nous sur ça. C'est un sujet de grande préoccupation, la façon dont les médias en ligne pullulent, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. L'Association haïtienne des médias en ligne, une nouvelle structure, entend régulariser le secteur afin de mettre un peu d'ordre par rapport aux médias en ligne qui sont plus d'une centaine selon le responsable de cette association, Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Depuis quelques jours déjà, le rapport de l'unité de lutte contre la corruption est dans l'actualité. Le dit rapport dénonce des cadres d'institutions publiques et privées de corruption. Pour le mot du droit, ce soir à Métro News, nous avons l'honneur d'accueillir l'avocat de barreau de Port-au-Prince et coordinateur de CADO, Maître Arnel Rémy. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose, c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à Métro News ce soir. Alors nous allons parler sur ce rapport de l'unité de lutte contre la corruption et notamment il y a Maître Edler Guillaume qui s'est saisi de ce dossier et ne cesse d'appeler à comparaître ces personnalités qui sont indexées dans ce rapport. Parlez-nous un peu des procédures. Est-ce que Maître Edler Guillaume respecte les procédures liées à ce rapport? Très bien. Normalement, l'unité de lutte contre la corruption, le directeur général de cette institution, au regard de la loi, est un enquêteur, est un OPJ. Il travaille pour le compte du commissaire du gouvernement. Maintenant, plus d'un se pose cette question, quelle est la nature de ce rapport? Le rapport apparemment est un acte administratif. Maintenant, on s'interroge, un acte administratif peut-il saisir la justice? Ne devrait-on pas passer par d'autres procédures? Bon, pas de problème. Maintenant, la question qu'on se pose, reste à savoir, le commissaire du gouvernement agit-il au regard de la loi? À notre humble avis, comme avocat,
le commissaire du gouvernement n'avait pas d'autre travail à faire. Acheminer ces dossiers par devant le cabinet d'instruction. Maintenant, lorsque vous êtes poursuivi pour crime, lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de biens publics, de corruption, etc., ce sont des crimes. Maintenant, le parquet n'est pas une juridiction de jugement. Le parquet est une juridiction de poursuite. Maintenant, le commissaire du gouvernement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Écoutez, préparer ce qu'on appelle un réquisitoire d'informer pour saisir le cabinet d'instruction. Est-ce que vous pouvez expliquer ce terme pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jargon juridique? Oui. Alors, c'est un acte émanant du commissaire du gouvernement qui lui permet de saisir, qui lui permet de mettre au parfum la juridiction d'instruction sur un dossier quelconque. Maintenant, il dit, écoutez, je vous achemine tel dossier, vous, en tant que juge d'instruction, faites votre travail là-dessus. Maintenant, le juge d'instruction, qui est le juge des indices, c'est lui qui devrait faire tout ce que fait le commissaire actuellement. Mettre des interdictions de départ, inviter. Le commissaire n'avait pas d'autre choix que, écoutez, de préparer, donner suite célère à ces rapports, maintenant pour les acheminer. Maintenant, le juge d'instruction décidera si oui ou non il y a nécessité de mettre des interdictions de départ. Le juge d'instruction peut décider si oui, il doit rendre une ordonnance de non-lieu, il doit rendre une ordonnance de renvoi. Maintenant, inviter ces gens à tout bout de champ par devant la juridiction, par devant le parquet, bon, je pense que, je ne sais pas qui est le principal conseiller du commissaire du gouvernement, mais lui, dans ces genres de dossiers, il n'a qu'à faire son travail, sinon au regard de la loi, le travail que lui confère la loi, saisir directement le cabinet d'instruction. Donc, si l'on comprend bien, vous nous dites que Maître Edler Guillaume n'a pas le droit d'éviter ces personnalités à comparaître devant un tribunal. Oui, il a le droit parce qu'il est le chef de la poursuite pénale. Maintenant, dans le cadre de cette affaire, nous parlons de crime. Le crime n'est pas de la compétence du commissaire du gouvernement. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il n'a pas compétence pour statuer sur ces cas. Il n'a pas compétence pour étudier en profondeur ces cas. Voilà. Maintenant, regardez, la loi confère ce pouvoir au directeur de l'ULCC, c'est de faire des recommandations. Maintenant, vous voyez, à la fin de chaque rapport, qu'est-ce qu'il dit? L'ULCC recommande de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, comment mettre l'action publique en mouvement? Maintenant, c'est de préparer les documents y afférents, les documents relatifs, à savoir les RI, les réquisitoires déformés, disant, écoutez, sur tel dossier, je saisis le cabinet. Maintenant, j'achemine au cabinet d'instruction. Maintenant, venir et dire, écoutez, et bon, je vous invite, etc. Non, moi, je m'y attendais. Ce n'était que faire du temps passé. Faire du temps passé. Maintenant, c'est le cabinet, c'est la juridiction, c'est le juge d'instruction qui décidera si oui ou non il y a nécessité de poser tel acte ou pas. Maintenant, pour les infractions qui relèvent de la compétence délictuelle, à savoir les fausses déclarations de patrimoine, etc., le commissaire du gouvernement, en vertu de la loi du 6 mai 1927, maintenant peut, comme chef de la poursuite, organiser des procès correctionnels. Écoutez, maintenant, lorsque nous parlons de fausses déclarations de patrimoine, nous avons affaire à une infraction délictuelle. Maintenant, en matière de délit, le parquet peut organiser des procès correctionnels. Mais dans le cadre des crimes, c'est le juge d'instruction qui va essayer de chercher les indices pour dire si effectivement il y a corruption, il y a détournement de fonds publics, il y a détournement de biens privés, etc. Mais dans le cadre de cette affaire, le commissaire du gouvernement n'a pas d'autre choix, n'a pas d'autre responsabilité pour les infractions qui ne lui compètent pas, acheminer le dossier, acheminer les rapports, les suivis, les RI par devant la juridiction d'instruction. Donc si l'on comprend bien, ce n'est pas le rôle de Maître Edler Guillaume dans ce dossier. Alors son rôle, uniquement son rôle se résume ainsi. Préparer, pour les questions qui ont rapport avec les crimes, préparer des réquisitoires déformés pour saisir directement le cabinet d'instruction. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il s'est saisi de ce dossier dans ce cas? Non, mais écoutez, il est le chef de la poursuite pénale. Maintenant, c'est lui qui doit mettre l'action en mouvement, l'action publique en mouvement. Il est l'avocat né de la société. Maintenant, s'il y a crime, s'il y a infraction, c'est lui qui doit faire le nécessaire pour réprimer ces crimes. Maintenant, la loi vous dit comment réprimer ces crimes.
Justement, dites-nous. C'est le comment. Maintenant, le comment, c'est, écoutez, je suis commissaire du gouvernement, maître de l'action publique. Écoutez, la loi me dit qu'en matière de crime, quel chemin, quelle procédure à suivre, je suis telle procédure. La loi me dit en matière d'infraction correctionnelle, quelle procédure à suivre, je suis telle procédure. Maintenant, lorsque vous dépassez les limites que la loi vous confère, écoutez, on se pose des questions, qu'est-ce qui vous arrive? N'avez-vous pas des conseillers? N'avez-vous pas des spécialistes qui réfléchissent avec vous? Écoutez, nous-mêmes, comme avocats, nous disons que oui, l'ULCC a fait un bon travail, c'est parfait. Mais écoutez, faites le nécessaire parce qu'il faut qu'on donne des exemples, qu'on trace des exemples pour faire cesser ces actes de corruption. Maintenant, respectez la loi. Regardez, à chaque avocat et à chaque client qui est invité, il constitue un cabinet d'avocat. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un confrère étant respecté, étant reconnu, étant connu de la place. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, il a dit, commissaire du gouvernement, monsieur le commissaire, je suis désolé, ces infractions ne vous compètent pas. Maintenant, mon client ne va pas se présenter par devant vous jusqu'à ce qu'il se présente par devant le juge de la cause. Dans ce dossier, quelle devrait être, Maître Ornel Rémy, la procédure à suivre? Bon, à notre humble avis, la procédure à suivre est celle-ci. L'ULCC demande au commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, il étudie minutieusement chaque rapport. Parce que, écoutez, à l'avenir, le dossier qui est par devant le juge d'instruction lui sera retourné pour prendre son réquisitoire définitif, pour prendre sa position. Parce qu'il se pourrait bien que par devant la juridiction d'instruction, le juge d'instruction, écoutez, dit, il n'y a pas assez d'indices à poursuivre X ou Y. Maintenant, lorsque le dossier lui sera retourné, il peut dire le contraire. Il peut dire le contraire. Maintenant, le commissaire du gouvernement a tout le temps pour faire son travail. Maintenant, ce qui est beaucoup plus simple, c'est que les rapports vous sont acheminés. Vous demandez à vos substituts à vous donner, vous attribuer, vous distribuer un rapport à chaque substitut. Maintenant, il réfléchit, il lit, il fait une lecture minutieuse. Maintenant, pour préparer pour acheminer les dossiers par devant la juridiction d'instruction et le juge d'instruction qui constitue à lui seul une juridiction devra faire tout le travail pour voir si les indices corroborent pour parler de détournement public, corruption, etc. Voilà. Donc ce dossier devrait être devant un juge instructeur et non devant le commissaire du gouvernement. Oui, automatiquement saisi du dossier, de ces rapports, maintenant il prépare ce qu'il a préparé, ce qu'on appelle le réquisitoire déformé. Okay? Il dit, écoutez, l'ULCC m'a demandé de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, je n'ai fait que faire mon travail. Je prépare, conformément à la loi, le RI, j'achemine. Voilà. J'envoie maintenant le juge d'instruction. Maintenant, le doyen désignera un juge d'instruction pour travailler sur le dossier X, Y ou Z. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de violation dans le cas du maître Edler Guillaume, de violation de la loi, puisqu'il n'est pas resté dans sa limite, on va dire? Bon, comme défenseur de droits humains, je pourrais dire qu'il y a un petit excès de zèle. Parce que, écoutez, mettre des interdictions de départ, lorsque le parquet, en vertu d'un rapport administratif, décide d'agir ici, je m'interroge. Je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers? Non. Alors okay. je n'ai pas pu. Alors, je ne fais pas ce genre de comportement. Je reste par rapport à ce que dit la loi. Maintenant, je me dis, qui donne des conseils, qui prodigue des conseils au commissaire pour qu'il agisse de la sorte? Écoutez. Mais est-ce qu'en tant que commissaire, il ne sait pas ses limites? Bien sûr, il le sait. Bien sûr, il le sait. C'est la raison pour laquelle un des avocats constitué lui a dit, écoutez, mon client ne va pas comparaître par devant vous. Maintenant, il a raison. Écoutez, lorsqu'on invite quelqu'un par devant le parquet, écoutez, l'invitation a un caractère facultatif. Je peux venir, je peux ne pas venir. En fonction de quoi? Non, écoutez, c'est une invitation. Le parquet n'est pas une juridiction de juge. On ne juge pas au parquet, on assiste quelqu'un au parquet. Maintenant, si le juge d'instruction vous invite et que vous affichez un tel comportement, la loi confère un mandat, un pouvoir au juge de vous contraindre afin de venir par devant lui. Okay. Écoutez, c'est la raison pour laquelle, vous voyez bien, le commissaire est un peu intelligent. Il n'a pas émis des mandats d'amener. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement bien qu'il n'est pas dans le délai de flagrance. Or que le CIC stipule ceci, seul en matière de flagrance que le commissaire du gouvernement peut émettre des mandats d'amener. Maintenant, j'ai fait une analyse. Je me suis dit, on évite un sergent au parquet. Peut-être que c'est le piège. Mais si ces personnes viennent, ils gardent ces personnes.
Maintenant, il défère le dossier en état. En état veut dire accompagné de la personne et mise en garde à vue par devant la juridiction d'instruction. C'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de personnes ont boudé l'invitation parce qu'ils se sont dit, écoutez, c'est un piège que le commissaire va me tendre. Donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, comme avocats, nous demandons au commissaire du gouvernement de faire son travail correctement afin que la justice puisse dire son mot dans le cadre du dossier relatif au rapport de l'USCC. Merci infiniment, Maître Arnel Rémy, pour ces précisions. Merci, un honneur. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous Maître Arnel Rémy, coordinateur de cadeaux et avocat au barreau de Port-au-Prince. Lui, il nous a apporté des précisions en ce qui concerne ce dossier, notamment le rapport de l'enquête de l'unité de lutte contre la corruption. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. La médiation de la CARICOM se poursuivra en Haïti du 6 au 14 décembre. Les émissaires rencontreront les parties prenantes pour débattre du document cadre qui leur a été soumis. L'objectif est de parvenir à un consensus politique. La conférence des évêques d'Haïti exprime sa préoccupation face à l'escalade de la violence des gangs dans le pays, soulignant la corrélation entre la détérioration de la sécurité et la crise politique. La CEH appelle les responsables politiques à engager un dialogue constructif pour sortir le pays de l'impasse. La dengue se propage en Haïti, enregistrant une hausse significative en novembre avec un taux de positivité de 11% sur 6 643 personnes testées. Selon le ministère de la Santé publique, les départements les plus touchés sont l'Ouest, la Grande-Anse et le Sud. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain mardi. Restez sur Métropole. Bonsoir.